Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire un nouveau bilan lecture, vu que j'ai lu mes 4 livres. Donc, pour commencer, je vais vous présenter le livre d'Agatha Christie, vu que je continue la collection. Ici, l'histoire, c'est l'histoire des 5 petits cochons. Donc, c'est le livre 11. Nous sommes avec Hercule Poirot, qui va avoir la visite d'une jeune femme qui s'appelle donc Tagadak Tagadak Tagadak, je ne sais plus. Je ne sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. Donc on a une jeune fille qui va venir voir Hercule Poirot pour enquêter sur un cold case. Sa mère, donc la mère de cette jeune fille, qui s'appelle Caroline, a été condamnée donc pour le meurtre de son mari qui s'appelle Amias Crowell. Donc voilà. Donc elle a été condamnée donc pour le meurtre de son mari, qui était un célèbre peintre. Voilà. Et elle a été condamnée à la pendaison. Avant donc d'être pendue, elle a écrit une lettre à adresser à sa fille en lui disant qu'elle n'avait pas commis ce meurtre. Donc, cette jeune fille, 16 ans plus tard, ayant lu la lettre de sa mère, voudrait qu'Hercule Poirot réenquête donc sur le meurtre de son père pour savoir si c'est réellement sa mère qui a commis ce meurtre. Hercule Poirot va tout simplement accepter, et pour cela, il va réinterroger donc les 5 protagonistes qui étaient là donc ce jour-là, le jour du drame, et il va aussi interroger donc l'avocat, le juge et tous ceux qui étaient là lors du procès, qui ont jugé cette affaire. Et donc nous, on va suivre Hercule Poirot qui va rendre visite donc aux différents protagonistes. Il va les interroger à tour de rôle pour comprendre ce qu'il s'est passé. Et bien évidemment, au fur et à mesure, il va tout simplement donc réajuster les pièces du puzzle jusqu'à comprendre ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et donc nous, on va comprendre qui est responsable du meurtre de d'Amias Kroll. Voilà. Ça a été une bonne enquête, j'ai bien aimé. Hercule Poirot est toujours le même personnage qui fait fonctionner ces petites cellules grises. J'ai bien aimé aussi les autres protagonistes. Après, j'ai regardé l'histoire sur Internet. Parce que le livre a été adapté donc de la fameuse série des Agatha Christie avec David Suchet. J'ai bien aimé, surtout que la fin est exactement comme la fin du livre. Donc voilà, donc je n'ai pas été surprise de savoir qui était le responsable. Voilà, donc ça a été une très très bonne histoire, un très bon Agatha Christie. Donc je vous le recommande si vous n'avez jamais lu. Donc Agatha Christie, 5 petits cochons, c'est une histoire avec Hercule Poirot. Alors, je vais le poser là, voilà. Ensuite, en deuxième livre, j'ai lu un Françoise Bourdin, donc Grand Paradiso, aux éditions Pocket. Donc Grand Paradiso, il m'a été présenté dans un premier temps par Sylvie de la chaîne Bonheur en mots, voilà, qui l'a lu et qui adore Françoise Bourdin. Moi, je l'avais trouvé dans mon espace culturel de chez Leclerc, et je m'étais dit, ben pourquoi pas, vu que Sylvie a de très bons avis dessus. Je me suis dit, je n'ai jamais lu de Françoise Bourdin, je vais commencer avec celui-là. Et je n'ai absolument pas été déçue de ma lecture. Ce livre se lit très très bien. Il est très facile à lire, d'ailleurs, il est très petit, il est très fin. Voilà, donc dans cette histoire, nous sommes avec Lorenzo qui a décidé de changer totalement de vie. Il obtient un héritage de son grand-père paternel, si je ne me trompe pas. Il me semble que c'est ça. Paternel ou maternel? Paternel, je crois.
Voilà, donc il obtient cet héritage et en fait cet héritage c'est comment dire, de la terre en fait. C'est un terrain totalement en friche que son grand-père lui a légué. Et en fait, il va faire de ce terrain un immense ou un à peu près immense zoo. Voilà, zoo pour des animaux, pour pour la préservation, je vais y arriver, pour la préservation des animaux sauvages. Donc voilà. Euh, c'est c'est une très belle histoire. J'ai bien aimé Lorenzo. Comment dire, on suit donc le pari fou qu'a fait Lorenzo de construire ce zoo. Donc il fait équipe avec d'autres personnes, d'autres soigneurs. Et il va revoir une amie d'enfance avec qui il a eu une histoire. Voilà, ça va être la deuxième vétérinaire du zoo. Elle va apprendre le métier vu qu'elle n'est pas forcément adepte. Voilà, pour soigner les animaux, mais elle fait sa formation donc au sein du zoo et elle va se rendre compte qu'elle aime beaucoup les animaux et elle comprend pourquoi Lorenzo est passionné par son métier. Et en fait, on va vite comprendre que Lorenzo et cette jeune femme, enfin son ex-petite amie en fait, hein, c'est son ex-petite amie, on va vite comprendre que les deux, comment dire, se cherchent. Voilà, les deux se cherchent parce que leur histoire s'est terminée assez brutalement. Voilà, Luis Lorenzo voulait, comment dire, voyager. Il voulait voyager pour voir, comment dire, pour voir autre chose, pour voir des animaux sauvages s'ébattre dans leur habitat naturel, tout simplement. Et donc il a voulu voir du pays, sauf que donc sa petite amie de l'époque, donc là, qui s'appelle, je ne sais plus comment, elle s'appelle comment? Julia. Voilà, qui s'appelle Julia. Ne pouvait pas le suivre parce qu'à l'époque, malheureusement, elle devait soigner sa maman qui était malade et qui était presque en fin de vie. Donc en fait, il y a eu malheureusement rupture entre les deux. Et Lorenzo, donc une fois, comment dire, sa bougeotte passée, il a décidé de revenir par chez lui. Et grâce à cet héritage, donc il a construit ce fameux zoo où il accueille pas mal d'animaux sauvages. Voilà, qu'il soigne avec son équipe et Julia a voulu faire partie de cette équipe. Sauf qu'on sent vraiment que leur histoire a un goût amer parce que Lorenzo se rend vite compte euh, que ses sentiments ne sont pas forcément éteints vis-à-vis de Julia. Donc on va suivre aussi l'évolution de cette petite histoire d'amour qui renaît et on va suivre Lorenzo dans son, comment dire, dans sa façon d'être par rapport à ce zoo, tout ce qu'il essaye de... Pardon. Tout ce qu'il essaye de faire par rapport à ces animaux en fait, hein. Et il y a aussi la vie familiale de Lorenzo qui n'est pas évidente, vu que Lorenzo a perdu son papa étant plus jeune. Il ne l'a pas forcément beaucoup connu. Son papa est mort dans un accident de voiture. Et en fait, sa maman a refait sa vie. Donc, elle a retrouvé un homme qui gagne relativement bien sa vie, vu qu'il est pharmacien. Et elle a eu d'autres enfants avec cet homme. Mais en fait, le souci, c'est que la maman de Lorenzo ne voit que par Lorenzo. Voilà, elle idolâtre son fils, ce qui énerve passablement son mari. Voilà, vu que lui, il est complètement, comment dire, il, il a du mal avec Lorenzo, justement à cause de sa femme qui idolâtre son fils. Euh, Même si ces autres enfants ne sont pas, comment dire, mis de côté, bien au contraire, ils ont bien aussi réussi leur vie. Voilà, donc, et entre Lorenzo et ses demi-frères et sœurs, tout se passe bien. Ils ont une bonne, comment dire, une très bonne entente. Voilà. Mais
son beau-père a beaucoup de mal avec Lorenzo, ce qui fait que, en fait, quand ils se revoient, il y a des tensions. C'est relativement électrique entre eux, malheureusement, et c'est très très compliqué, surtout vis-à-vis de la mère qui, elle, est entre son fils et son mari, ce qui n'est pas vraiment une très bonne place. Voilà, mais bon, du coup, on va suivre toute cette affaire. Il n'y a pas que l'histoire d'amour et l'histoire de ce zoo. Il y a aussi cette, comment dire, cette euh, structure familiale qui n'est pas évidente. Lorenzo ne comprend pas pourquoi son beau-père le déteste à ce point. Mais bon, il s'y fait, hein, ça c'est pas dramatique pour Lorenzo. Ça met juste une mauvaise ambiance niveau familial quand Lorenzo revient voir sa mère. Voilà, la tension est vraiment là. Et il se passe plein d'autres choses hein, dans ce livre, bien évidemment. Pour moi, ça a été une belle découverte. J'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, qui est très belle, qui se lit très très bien. Ce livre se lit très vite. D'ailleurs, il y a un deuxième tome que je me suis procuré qui s'appelle si proche, si loin, si loin, si proche. Attendez, je vais regarder si je le trouve. Alors, je sais pas si je vais le voir. Non, je ne pense pas. Mais bon, je crois que c'est si loin, si proche ou si proche, si loin. Un des deux. Voilà. Donc ça a été une bonne découverte pour moi. Donc si vous n'avez jamais lu de Françoise Bourdin ou si vous en avez déjà lu et que vous avez envie de retrouver sa plume, n'hésitez surtout pas. Donc Françoise Bourdin, Grande Paradiso aux éditions Pocket. Ensuite, donc, j'ai continué ma saga des 7 sœurs avec le tome 7, La sœur disparue, aux éditions Le Livre de Poche. Alors là, nous allons partir en Islande. Je ne sais plus. Alors attendez que je regarde. Tagalac, 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 tagalac. En Islande, ah, bah alors. Bah, Justine. Je ne sais plus. En Nouvelle-Zélande, voilà. C'est pas en Islande. En Nouvelle-Zélande. Donc nous allons découvrir la Nouvelle-Zélande. Voilà, on va être dans plusieurs temporalités différentes. On va faire la connaissance de... Alors que je me rappelle du nom, parce qu'il y en a plusieurs. Nous allons être avec Marie-Kate. Nous allons être en 2018, non, en juin 2008. Voilà, on va faire la connaissance de Marie-Kate qui vit en Nouvelle-Zélande avec sa famille. Son papa est décédé tragiquement d'une crise cardiaque. Son papa, enfin ses parents en fait, avaient un vignoble. Voilà, ils réussissaient bien dans le vin. Ils ont donc les parents de Marie-Kate. Donc Marie-Kate a un frère, je vais y arriver. On apprend beaucoup de choses sur Marie-Kate. Et nous allons aussi retrouver donc les 7 sœurs, donc enfin les 6 là. Pour le coup, on va retrouver Maya, Ali, Star, CC, Tiggy et Electra. Voilà, qui vont essayer de retrouver donc la sœur disparue. Donc ils vont tout simplement comment dire, grâce à l'avocat de Passalt qui a retrouvé la trace de la 7e sœur. Il va le dire donc aux 6 autres. Voilà, à Maya, Ali, etc. Il va le dire aux autres sœurs qu'il a retrouvé la trace de la 7e sœur en Nouvelle-Zélande. Et donc, au fur et à mesure, donc, les 7 sœurs vont essayer de retrouver la trace de cette nouvelle sœur. Donc, certaines sœurs vont aller en Nouvelle-Zélande. Malheureusement, quand ils vont arriver, ils vont se rendre compte que cette fameuse sœur n'est peut-être pas... celle qu'ils recherchent. Voilà, et en fait, nous, on va aussi être avec, on pense, hein,
être avec la 7e sœur qui va nous raconter donc son passé. Donc voilà, elle va nous raconter son passé. Alors son passé qui se passe... alors donc là on est... parce qu'on va pas être tout le temps en Nouvelle-Zélande, mais on va être aussi en... Je suis désolée, hein, comme ça fait un moment que je l'ai lu, je ne me souviens plus trop de l'histoire. J'ai une très courte mémoire. Alors attendez, hein, parce qu'il faut que je retrouve un passage. Là. Non, là c'est Londres. C'est pas là. Ah, je sais plus si c'est l'Islande, si c'est... Non, c'est pas l'Islande. Oui. Oui, alors ça je veux bien, mais c'est pas là. Ah, je sais plus. C'est pas en Écosse? Non, c'est pas l'Écosse. En Irlande. Je pense que c'est l'Irlande, si je ne me trompe pas. En Irlande, voilà. Oh, je vais y arriver. Donc, dans le passé, nous allons être en Irlande. On va faire plusieurs temporalités différentes pour connaître le passé de cette 7e sœur. Donc, l'Irlande, on va... comment dire? On va comprendre le passé de l'Irlande parce que à un moment donné, l'Irlande a voulu son indépendance. Donc, il y a eu plusieurs guerres, en fait, entre l'Irlande et l'Angleterre, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, parce que l'Irlande voulait son indépendance, mais l'Angleterre ne voulait pas que l'Irlande ait son indépendance. Donc il y a eu des guerres, donc des pros pour l'Irlande qui voulait son indépendance, et d'un autre côté, les Irlandais qui ne voulaient pas, qui voulaient leur indépendance. Attendez, j'ai pas dit de bêtises là? Enfin bref, voilà. On est avec ça, donc on va suivre ça sur plusieurs temporalités différentes. Donc en 1912, alors je sais qu'il y a 1955, il y a... Donc là c'est long, c'est toujours pas ça. Il y a 1949. Il y a 1900... Alors... Ah, c'est embêtant, hein, quand il y a plusieurs temporalités. Ouais, il y a 1949, mais il y a une date avant 1949. Il y a 1949, 1955, il y a 1900... il y a plein de dates différentes, j'aurais dû les noter. J'ai pas pensé. 1920, voilà. Ouais, il y a 1920, 1949... 1900, il y a plusieurs temporalités différentes avec différents personnages différents, et en fait on se rend compte que tout se comment dire, tout se suit. 1920, donc 1920, 1929, 1949, et je crois qu'il y a 1955. Non, 2008. Bah non, je sais pas où j'ai vu 1955, moi. J'ai dû le rêver. Ouais, voilà. Donc il y a plusieurs, il y a beaucoup de temporalités différentes avec avec plusieurs personnages différents qui vivent cette guerre irlandaise de différentes façons. Euh, voilà, donc vous pourriez être gêné par ces différentes temporalités. Voilà, donc nous on va faire la connaissance, on pense, de la sœur disparue. On ne connaît pas très bien, on ne comprend pas trop le lien entre donc toutes les autres sœurs, donc Maya, Alice, Tarsis, Tiggy et Electra, plus cette 7e sœur disparue. Moi je voyais pas le rapport entre elle et Passalt en fait. Voilà, comme elles n'ont pas toutes le même âge, même la dernière sœur, on ne sait pas trop quel âge elle peut avoir et comment est-ce que Passalt l'a, comment dire, pourquoi est-ce qu'il l'a perdue, cette sœur en fait. Voilà, donc on comprend pas encore
totalement le lien qu'il y a entre tout ça, c'est, je pense, en lisant le 8e livre, donc sur Passalt, que l'on va finalement tout comprendre. Sinon, l'histoire en elle-même est très belle. Voilà, il y a de très très beaux passages. On comprend l'histoire de l'Irlande, comment est-ce que cette guerre s'est faite, donc tous les morts qu'il y a eu, parce qu'il y a eu des morts malheureusement. Voilà, entre les pros indépendance islandaise et les pros non indépendance islandaise. Voilà, plus l'Angleterre qui s'y est mêlée, parce que ils devaient voter donc pour l'indépendance de l'Irlande. Et ça a été un sacré foutoir. Avant que l'Irlande, c'était, comment dire, c'était pas l'Irlande du Sud, mais il y a un côté de l'Irlande qui était encore fort, comment on peut dire ça? Peut-être pas arriéré, mais euh, pas encore assez évolué par rapport au reste de l'Irlande, pardon, je sais pas ce que j'ai avec l'Islande, de l'Irlande, je crois que c'est l'Irlande du Nord qui était un peu plus évoluée que l'Irlande du Sud. Oh, ça m'énerve. Donc voilà. Donc ça a été pour moi une très très bonne histoire. J'ai vraiment bien aimé. Mais on va dire que le mystère encore reste entier par rapport à Passalt et par rapport à cette sœur disparue. On sait qui elle est à la fin du livre. Mais il y a quand même ce mystère. Voilà, on ne sait pas du tout comment est-ce que Passalt a fait donc pour la perdre, en gros. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ne puisse pas l'élever comme il a élevé ses autres filles. Voilà, quand est-ce qu'il a eu l'occasion de, 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 de l'adopter et que ça ne s'est pas fait, pourquoi est-ce que ça ne s'est pas fait. Donc on n'a pas encore toutes les réponses à nos questions, mais l'histoire reste très belle malgré tout, hein, voilà. Donc je suis désolée pour le cafouillage, mais ça a été compliqué pour moi parce que ça faisait un moment que je l'avais lu et du coup moi l'histoire bah, elle est partie de ma mémoire un petit peu, hein, voilà. Donc Lucinda Riley, donc les 7 sœurs, la sœur disparue, c'est le 7e tome et c'est au livre de poche. Ensuite, donc mon dernier livre, et pas des moindres, j'ai lu le tome 1 de Nevernight, de la saga Nevernight de J. Christophe 1, N'oublie jamais, aux éditions de Saxus. Voilà cette magnifique édition. Alors je ne sais pas, c'est comme ça. Ne jamais reculer, donc vous voyez là c'est très très joli. Si j'enlève, alors attendez, hop. Si j'enlève le livre, là, ici, vous avez une très très belle couverture. Voilà. Et là, ici, à l'intérieur, si j'y arrive, sans forcément l'abîmer, même si ça s'abîme quand même. Voilà. Alors, attendez. Hop. Donc, je vais vous faire voir les illustrations des débuts de chapitre. Voilà, qui se présentent. Voilà. Les débuts de chapitre se présentent comme ça. Voilà. Donc, nous sommes dans de la fantasy, dans un univers très spécial. J'ai eu un petit peu de mal au début dans cette histoire. Donc, nous sommes avec Mia Corver, qui est au début une jeune fille qui est... comment expliquer ça? C'est une jeune fille qui vient d'une famille très bourgeoise, voilà, parce que son père fait partie de la justice de la ville dans laquelle elle est. Malheureusement, son père va être condamné. Il va être condamné à la pendaison parce qu'il aurait trahi, tout simplement, sa ville. Il aurait trahi la justice. Il aurait tenté il aurait tenté un coup d'état en fait avec d'autres complices à lui, ce qui a fait qu'il a été arrêté et condamné tout simplement, et Mia a vu son père se faire pendre.
Euh, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Mia va tout simplement perdre tous les membres de sa famille. Sa mère va être condamnée, ainsi que son petit frère. Donc voilà, par la justice de la ville. Et elle va, par un concours de circonstances, rester en vie. Voilà, mais elle va se retrouver seule et elle ne va avoir qu'une idée en tête, se venger de la mort des membres de sa famille. Pour cela, elle va faire la connaissance de Mercutio, qui est un... alors, c'est un quoi, lui? Il tient un magasin d'objets, voilà. Il tient un magasin d'objets. Et il va la rencontrer par hasard et il va se rendre compte que Mia est très spéciale. Car Mia a... comment expliquer ça? C'est une enténébrée. Voilà. Elle a une ombre qui la protège. Elle a une ombre qui se transforme en chat. Donc vous voyez là ici, je ne sais pas si vous le voyez bien. Ici, là, ici, il y a un petit chat. Voilà, et ce chat est son ombre. Et ce chat l'aide à ne pas avoir peur. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle en fait une enténébrée. Il n'y en a plus beaucoup d'enténébrés parce que ces enténébrés sont, comment dire, pourchassés. Voilà. Et donc Mercutio va la prendre sous son aile. Il va tout simplement l'aider à devenir un assassin. Voilà, pour qu'elle puisse se venger, parce qu'elle lui a dit ce qui s'était passé. Il va tout simplement l'aider en l'initiant, enfin en commençant à l'initier, mais elle va devoir parfaire sa méthode d'assassinat dans une école d'assassins qu'on appelle l'Église Rouge, qui n'est pas une école comme tout le monde, qui est une école qui est, comment dire, dans un endroit caché. Voilà, donc elle va aller dans cet endroit, elle va faire la connaissance de plusieurs autres élèves et elle va donc pendant ses cours, hein, elle va avoir des cours dans cette école pour pouvoir parfaire son rôle d'assassin pour devenir, elle veut devenir une lame. Voilà, et on va suivre tout ce qu'elle va vivre dans cette école. Il va se passer des choses, elle va se faire des amis, si on peut dire ça comme ça, mais elle va vite se rendre compte qu'elle ne peut pratiquement faire confiance à personne. Parce que bah, tous dans cette école veulent devenir une lame. Et pour ça, ils vont avoir comment dire, des missions à accomplir de la part de leurs professeurs. Voilà, va y avoir des choses qui vont se passer dans cette école. On découvre beaucoup de choses. On découvre l'univers de J. Christophe, tout ce qu'il a inventé pour créer cette histoire, qui est une belle histoire. Alors j'ai eu du mal au début parce que en fait, au début de l'histoire, on est avec Mia, on, on est dans le présent. Et puis d'un seul coup, on va arriver dans le passé de Mia. À chaque début de chapitre, ça va être le passé de Mia. Donc on va suivre, comment dire, l'assassinat de sa famille. On va la suivre avec Mercutio, donc sa rencontre avec Mercutio. Donc ça va être dans les premiers chapitres, ça va être le passé de Mia, ce qui moi m'a beaucoup intéressé. Sauf que à un moment donné, ça va s'arrêter au moment où elle va arriver. Moi, ce qui m'a déplu enfin, non, ça m'a pas déplu. Ce qui a été relativement long au début, c'est ça a été relativement long jusqu'au moment où elle arrive dans cette école. Arrivée dans l'église rouge, là,
l'histoire commence réellement. Là, on suit l'évolution de Mia, sa rencontre avec les différents professeurs. Elle va se rendre compte qu'elle n'est pas la seule enténébrée, voilà, et elle va faire la rencontre d'un autre enténébré. Elle va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est comme ça. Voilà, elle se pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Et il y a cette histoire de vengeance. Elle veut vraiment se venger des gens qui ont assassiné sa famille. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette histoire. Moi, j'ai eu beaucoup de mal au départ. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être parce que c'est un petit peu long le temps qu'elle arrive. Donc, comme je vous l'ai dit, dans cette église rouge. Après, l'histoire commence vraiment à m'intéresser quand elle arrive dans cette église rouge. Le fait qu'elle rencontre les différents professeurs, les différents élèves. Après, mon intérêt s'est forgé jusqu'à la fin. Et je pense que je lirai avec grand plaisir le tome 2. Donc, si je pouvais l'avoir dans cette magnifique édition, ça serait super. Voilà. Mais je pense que oui, je lirai le deuxième. Parce que G. Christophe arrive à tout simplement nous hyper. Voilà, à la fin, il y a vraiment un petit mystère qui arrive à la fin et on aimerait savoir ce que va devenir Mia, voilà, et le destin de ces différents élèves qui sont dans cette église rouge. Voilà, et ça a été une bonne histoire quand même. Malgré tout, ça a été quand même une bonne histoire. Un petit peu long à la fin, parce que un peu plus de 700 pages. Il est pas, comment dire, il paraît gros comme ça, mais il ne fait que un peu plus de 700 pages. Le fait est qu'il y a beaucoup de pages entre les chapitres. C'est ça en fait qui paraît long, c'est qu'il y a beaucoup de pages entre les chapitres, mais au final ça passe très vite. La plume de G. Christophe est très belle. L'univers est alors très spécial. Faut vraiment rentrer dedans. Pour apprécier la lecture, faut vraiment rentrer dedans. Voilà. Mais ou sinon, enfin, en tout cas, moi, dans l'ensemble, j'ai aimé. Dans l'ensemble, j'ai aimé et il nous met tellement un mystère à la fin que je suis vraiment tentée de savoir ce qui va se passer dans le deuxième tome. Et peut-être qu'en lisant le deuxième tome, je serai pressée de voir le troisième tome, comment il va finir tout simplement cette saga. Donc voilà, donc Nevernight, le tome 1, n'oublie jamais de G. Christophe aux éditions de Saxus. Voilà donc pour mon bilan lecture. Je vais vous présenter donc mes livres que j'ai fini ou que je suis en train de lire pour ma nouvelle palle. Donc j'ai fini de lire Un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, que j'ai très bien aimé. Ça a été, voilà, je vous en dirai plus au prochain bilan. Je suis en train de lire Reykjavik de Ragnar Jonasson et de Catherine Jakobsdóttir. Voilà, donc là c'est l'histoire d'une jeune fille qui disparaît en 1956. Elle disparaît mystérieusement donc sur une petite île qui s'appelle Vidé. Voilà, elle disparaît sans donner de nouvelles à personne, ni aux membres de sa famille, ni à ses amis, voilà. Et 30 ans plus tard, donc le mystère n'est toujours pas résolu et c'est un journaliste qui est, comment dire, qui depuis la plus tendre enfance est intrigué par cette affaire et qui veut comprendre le fin mot de cette histoire. Donc il va essayer d'enquêter donc sur la disparition de cette jeune fille. Et il va y avoir pas mal de choses. Je vous en dirai plus quand je l'aurai fini. Je l'ai bientôt fini, là il me reste plus que ça. Voilà, il me reste plus que ça à lire. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc voilà. Ensuite, j'ai l'intention de lire donc un J.R. dos Santos, donc Spinoza, l'homme qui a tué Dieu, donc de la maison d'édition Hervé Chopin, je vais y arriver. Voilà, alors ce livre me fait très très peur, parce que j'ai vu des commentaires pas très très élogieux sur le livre,
Et je dois dire que ça me fait très peur. Donc j'espère que ça va aller. Parce qu'en plus, il est relativement gros. Il fait un peu plus de 500 pages. Donc un peu plus de 500 pages, ça a l'air d'aller. Pour moi, c'est pas énorme, mais après, il faut voir de quoi il parle. Alors apparemment, ça a l'air d'être assez philosophique. Donc moi qui suis pas très philosophe, donc j'espère que ça va me tenter. Surtout que j'avais bien aimé donc son histoire, son livre précédent, La femme du dragon rouge, ou je sais plus, enfin bref. Et surtout que j'adore cet auteur et que je lis tous ses livres, donc j'espère que là ça va me tenter. Mais vu les commentaires mitigés que j'ai vus, il me fait un petit peu peur. Mais bon, on verra bien. Et ensuite, donc, j'ai l'intention de lire Millennium, le numéro 7, le tome 7, La fille dans les serres de l'aigle, de Karine Smirnoff. Voilà. Donc là, on va retrouver donc Lisbeth Salander. Nous allons être en Suède. Donc Lisbeth Salander va voir débarquer sa nièce Svala, qui est la fille de son demi-frère. Et en fait, donc il va y avoir quelque chose par rapport à sa nièce, apparemment. Voilà, et on verra ce que ça va donner. Donc La fille dans les serres de l'aigle de Karine Smirnoff. Donc c'est le Millennium, normalement ça doit être le 7. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. En sachant que j'ai lu les 3 premiers Millennium, donc voilà, de l'auteur je ne sais plus son nom, mais sachez que j'ai lu, ouais c'est ça, c'est Millennium 7. Et de Stieg Larsson, voilà, cherchez. De Stieg Larsson, j'ai lu les 3 premiers Millennium de Stieg Larsson que j'avais adoré. Et j'ai pas lu donc le tome 4, 5 et 6. Surtout que le tome 4, je crois que je l'ai vu au cinéma. Donc c'était pas la peine que je le lise. Et le tome 5 et 6, ça me disait rien. Mais là, j'ai envie de voir ce que ça va donner avec cette autrice-là. Donc on verra bien. Donc voilà. Voilà pour ma nouvelle palle. Donc j'espère qu'elle vous intéresse. Voilà donc pour mon bilan lecture, pour mes prochaines lectures. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je vais y arriver. Moi ça va. Bah écoutez, la vie passe, hein, voilà, les jours passent, on laisse faire le temps et puis au fur et à mesure ça ira mieux. Ça ne peut qu'aller mieux de toute façon. On peut plus rien faire. Voilà, mon papa est décédé, donc bon, on essaye de s'y faire tout doucement. Ma mère a beaucoup plus de difficultés que moi. Mais bon, je suis là pour elle. Il n'y a pas de souci. Elle sait qu'elle peut compter sur moi. Donc voilà. Bah écoutez, la prochaine vidéo, ce sera donc soit un bilan... non, soit un book haul, parce que vous voyez les livres que j'ai là. C'est des book hauls que je dois vous... Oui, des book hauls, je dis bien, que je dois vous faire. Et je dois encore vous faire un tag. Et puis, je pense que bah, vous aurez un autre bilan lecture encore dans pas très très longtemps. Je vais essayer de voir ce que je peux vous faire au niveau des vidéos. Voilà. Si je vous fais un book haul ou si je vous fais un tag, de toute façon, je vous ferai les deux. Ça, c'est sûr. À savoir que vous aurez 2 book hauls, hein. Vous en aurez un premier et un deuxième. Parce que j'ai une vingtaine de livres. Donc, je vais la séparer en 2. Comme ça vous fera 2 book hauls. Ça sera super. Et puis, un tag que je vais vous faire qui a été fait par ma copine Séverine de la chaîne La Bibliothèque Rose. Voilà, donc je vais reprendre son tag sur la circulation routière, quelque chose comme ça. Voilà, donc il parle de livres, bien évidemment. Donc je vous ferai tout ça, je sais pas trop quand, pas la semaine prochaine, peut-être l'autre, ou peut-être la semaine prochaine, je sais pas, je vais voir. Je vais voir comment la semaine va se goupiller, comment tout ça va se faire, voilà.
Donc bah, écoutez, moi c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, et puis, je vous dis donc à la prochaine pour, une nouvelle, vidéo. Bye bye.